Le droit, tout droit, par celles et ceux qui le font, qui le défont, qui le défendent. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le 10e numéro de cette émission de décryptage et d'analyse de certaines thématiques de droit. Une émission à retrouver une fois par mois, réalisée en partenariat avec l'Ordre des avocats au barreau d'Épinal. Ce mois-ci, nous parlons à nouveau du droit de la famille, mais nous nous intéressons plus particulièrement aux enfants. Nous allons donc parler garde, droit de visite ou encore placement. Avec nous en plateau pour parler de tout cela, Béatrice Founès, bonjour. Bonjour. Vous êtes avocate au barreau d'Épinal, merci d'être avec nous. Et à vos côtés, Dorothée Bernard, avocate également au barreau d'Épinal. On a déjà fait une émission ensemble sur le droit de la famille. On avait parlé plus précisément des mariages. Et là, on va parler l'étape suivante, souvent. On va parler des enfants, mais évidemment avec les difficultés et le droit autour des enfants. Béatrice Founès, on rappelle les chiffres. En 2023, 242 000 mariages, pour parler un peu famille, 242 000 mariages. Précédemment, on était sur un mariage sur 3 qui finissait en divorce. Aujourd'hui, on est plutôt sur un mariage sur 2. Est-ce que vous le ressentez dans vos cabinets, cette évolution ? C'est pas vraiment sensible, mais il est évident qu'il y a beaucoup de séparations qui interviennent, donc des divorces, également des ruptures après concubinage, avec des situations un petit peu plus, sinon compliquées, complexes. Des enfants issus de différentes fratries, des beaux-pères, des liens qui se créent, et puis également des enfants de plus en plus jeunes. Ça, c'est Dorothée Bernard, vous partagez ce sentiment un petit peu général, cette évolution évidemment sociétale d'importance sur tout ce qui est la cellule familiale ? Oui, tout à fait. Et des situations plus tendues aussi. On en parlera avec des solutions qui existent justement pour essayer d'apaiser les choses, parce que c'est parfois des étapes qui sont extrêmement difficiles pour évidemment les parents, les couples, mais ça a des incidences importantes pour les enfants. Donc, alors des situations plus tendues, de plus en plus de situations tendues, ou le même nombre de situations mais qui sont plus dures ? Un peu des deux, j'ai envie de vous dire, et des gens qui se braquent en fait, des situations qui deviennent rapidement très conflictuelles. Ouais. Et moi je considère que le rôle des avocats, c'est aussi d'essayer de faire redescendre la pression pour essayer de construire une séparation qui soit plus apaisée, parce que vous pouvez vous divorcer, vous pouvez vous séparer du père ou de la mère de votre enfant, ça restera quand même le père ou la mère de votre enfant. Donc il va falloir réussir à communiquer toute la vie, j'ai envie de dire, parce que y a ce lien par rapport à l'enfant qui demeure. Donc c'est important aussi d'avoir ça en tête. Okay. Faire la guerre en permanence, c'est pas forcément une bonne chose. On va parler donc principalement du droit de l'enfant. Alors du droit de l'enfant, je veux dire, avec des mesures qui concernent les parents, qui influent les enfants, mais l'enfant lui-même aussi a des droits évidemment, notamment en ce qui concerne le placement, un enfant qui est victime, bien sûr, par exemple de violences, etc. On va en parler dans quelques instants. Autre information juste de base, entre guillemets, on entend Béatrice Founès parler juge des affaires familiales, juge des enfants. Quelle est la différence ? Quelles sont leurs prérogatives respectives ? Voilà, alors ce sont des juges qui interviennent dans des domaines différents, mais qui peuvent être complémentaires. Le juge aux affaires familiales, il intervient au moment de la rupture du couple ou après la rupture du couple. Il faut qu'il y ait rupture du couple, de toute façon. Ce qui n'est pas le cas du juge des enfants, qui peut intervenir alors même que les parents sont toujours ensemble. Simplement, leurs domaines et leurs prérogatives sont tout à fait différentes. Le juge aux affaires familiales va trancher, c'est le juge du couple et de la famille, il va trancher les problèmes relatifs à l'exercice de l'autorité parentale, à la fixation des modalités de résidence des enfants, résidence habituelle chez l'un, résidence en alternance, et donc également les modalités de droit de visite et d'hébergement de l'un ou l'autre des parents, et toutes les questions relatives à la pension alimentaire. C'est le juge du couple, de la famille. Ah, donc là ça inclut l'enfant, mais aussi ses parents. Tout à fait. Le juge des enfants, comme le nom l'indique, c'est uniquement l'enfant et l'enfant en danger. Il peut intervenir donc lorsque la situation, il faut protéger l'enfant dans sa famille, qui peut être en danger dans sa famille. Il intervient également au niveau de l'enfance délinquante, avec des situations qui se recoupent parfois. Les prérogatives sont différentes. Le juge aux affaires familiales, il est saisi soit par l'un ou l'autre des parents,
plus rarement par le procureur de la République, mais voilà, c'est la majorité des cas, c'est l'un ou l'autre des parents, alors que le juge des enfants peut être saisi par des tiers, services sociaux, il peut y avoir des signalements, un médecin, un tiers, un instituteur qui décèle une situation de danger, il peut être saisi en urgence également. D'accord. Ensuite... À Épinal, évidemment, il y a des juges il y en a aux autant l'un que l'autre. Il y a 3 juges aux affaires familiales, 3 juges des enfants. Ok, donc qui interviennent à Épinal qui interviennent sur l'ensemble de notre département. Tout à fait. Et donc les prérogatives, alors bien sûr l'enfant est au centre, puisque le juge aux affaires familiales, ce qui l'intéresse, ses décisions sont guidées par l'intérêt de l'enfant. Le juge des enfants, encore plus, je dirais, il y a l'intérêt, mais il y a également la protection de l'enfant, avec des mesures qui peuvent aller au-delà, avec des placements en extérieur lorsque la santé physique, la santé mentale et de l'enfant est en danger et qu'on se pose des questions. Pour prendre leurs décisions, le juge aux affaires familiales comme le juge des enfants peuvent entendre les enfants. Alors, les modalités, c'est un petit peu subtil. Devant le juge aux affaires familiales, c'est l'enfant qui peut demander à être entendu et le juge va ordonner son audition dès lors que ça le concerne et puis qu'il a le degré il a le discernement nécessaire. Vous avez anticipé la première question, c'était justement la question de Tariq de Saint-Dié-des-Vosges, mais c'est pas grave. On va la mettre à l'antenne quand même. De toute façon, cette question de Tariq de Saint-Dié-des-Vosges, c'est une question, je veux dire, qui concerne beaucoup de personnes dans le cadre d'une procédure de divorce. En cas de séparation difficile, dans quelle mesure les enfants sont-ils interrogés par un juge et surtout, question qu'on se pose tous, à partir de quel âge? Alors, sur l'âge, c'est le degré de maturité, le discernement de l'enfant. On va dire 9-10 ans, ça peut être un peu plus tôt pour certains enfants qui sont plus aptes à s'exprimer ou parfois un peu plus tard. Et je le répète, lorsqu'il c'est des questions de résidence ou je veux plus aller chez papa, etc., c'est l'enfant qui le demande. Le juge des enfants entend quasi systématiquement, de manière obligatoire, les enfants, à partir du même âge. Voilà. Donc, pour répondre à Tariq, l'enfant fait la demande, il peut être assisté d'un avocat dans l'une comme l'autre des procédures, et son avis est effectivement très important. Est-ce que dans le cadre d'une séparation, là vous dites si l'enfant est lui-même demandeur d'être entendu, et dans le cadre d'une séparation, on a écho d'enfants de 5-6 ans qui peuvent être interrogés. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est... Non, c'est très rare. Et pas dans le cadre d'une audition, je dirais, c'est plus dans le cadre d'enquête sociale, qui est une autre des modalités auxquelles le juge aux affaires familiales, comme le juge des enfants, ça ne porte pas tout à fait le même nom, mais c'est la même chose. Ce sont des investigations où un enquêteur social ou un éducateur, enfin des services sociaux vont se rendre dans la famille, interroger les membres de la famille, les instituteurs, les médecins, d'autres personnes, enfin recueillir le maximum de renseignements, en pouvant permettre d'ailleurs la levée du secret professionnel pour certaines personnes, et statuer au mieux sur l'intérêt de l'enfant. Et dans le cadre de l'enquête sociale, l'enfant est entendu. On le voit interagir avec l'un ou l'autre de ses parents, mais il est entendu chez lui, de manière plus confortable, alors que lorsqu'il est plus grand, l'audition de l'enfant, ça a lieu au tribunal le plus souvent ou dans un lieu dédié, mais il est seul, et avec son avocat. C'est très important de le dire. Vous avez bien fait de le préciser. Oui, c'est très très important. J'insiste là-dessus, sur le fait que le mineur qui est entendu par le juge aux affaires familiales, il y a un avocat qui est désigné, qui est commis d'office, donc ça veut dire que c'est un avocat qui sera gratuit, qui ne coûte rien aux parents, c'est pris en charge par l'État au titre de l'aide juridictionnelle, et ça permet à l'enfant d'avoir un avocat qui ne va pas être celui de son papa ou celui de sa maman, et qui va veiller à ce que sa parole soit entendue, et que ce soit vraiment ce que l'enfant veut qui soit transmis au juge. Sachant que ce n'est pas parce que l'enfant demande quelque chose qu'il l'obtient automatiquement. Mais ça, je pense qu'on le reverra dans la suite de vos questions.
Et voilà, la Dorothée présence Bernard, de l'avocat est indispensable. On reste avec vous. Quid, on parle de séparation, quid de la médiation familiale aujourd'hui? On sait qu'elle est promue par les instances judiciaires. Est-ce que concrètement, ça marche bien? Quelle évolution de ce travail autour de la médiation familiale, évidemment, pour que dans une situation où il peut y avoir des conflits, ces conflits soient de moindre mesure pour tout le monde, aussi bien pour les parents que pour les enfants, avec des conséquences éventuelles. Oui, alors c'est ce que je disais tout à l'heure, et il y a une vraie volonté au niveau de l'État de développer tout ce qui est médiation familiale. Alors les médiateurs familiaux, c'est des professionnels qui sont formés à la médiation familiale. C'est vraiment une formation spécifique qui a des notions juridiques, mais aussi des notions de psychologie, éducative, etc. Enfin, c'est assez vaste. Et les mesures de médiation familiale, donc, qui sont mises en place soit par des associations de médiation familiale, soit par des médiateurs familiaux indépendants, peuvent se mettre en place en amont d'une procédure, c'est-à-dire que vous vous séparez, la situation devient conflictuelle, vous pouvez faire le choix d'aller voir un médiateur familial pour essayer de trouver une solution, et ça peut être désigné par le juge. Clairement, c'est pas évident, quand on est dans une situation très personnelle comme ça, de faire appel, d'intégrer quelqu'un de l'extérieur dans cette problématique très personnelle. Quelle est la clé pour, accepter ce regard, cette aide extérieure ? Justement, c'est d'avoir un intermédiaire en fait, qui permettra de rétablir le dialogue et qui fera tiers par rapport à la relation conflictuelle et qui va pouvoir aussi apaiser les choses, parce qu'on se rend compte que quand on se met autour de la table avec quelqu'un d'autre, c'est vrai qu'on va avoir une position qui sera peut-être plus apaisée, plus sereine, et d'avoir un regard neutre et un regard objectif sur une situation. Et le médiateur, il va être là aussi pour ramener à chaque fois les parents en disant « oui, mais là, on essaye de voir comment est-ce qu'on peut construire un avenir positif pour vos enfants ». Et donc, il y a vraiment tout un travail qui est extrêmement intéressant et qui peut fonctionner. Qui sont-ils, ces médiateurs ? On connaît évidemment les associations, je pense à l'UDAF, au CEDIF, etc. Ils ont des médiateurs familiaux. Oui. Il peut y avoir aussi des professionnels de la justice ou alors, vous êtes dans votre rôle d'avocat, mais la justice peut faire appel à des professionnels ou ce ne sont que des bénévoles de ces associations ? Alors, ce n'est pas des bénévoles. C'est pas des bénévoles. C'est des médiateurs familiaux qui ont une formation, qui sont professionnels, qui sont rémunérés à ce titre. Donc, c'est vraiment... Il y en a assez dans les Vosges ? Oui. Il y a beaucoup de médiateurs. Et de plus en plus, le juge, maintenant, va enjoindre aux parents, enfin aux parties, de rencontrer un médiateur avant l'audience pour essayer de trouver un accord. Là, encore une fois, le rôle de l'avocat est important, parce que l'avocat peut participer à la médiation et peut aider aussi les parents à écrire l'accord qui va intervenir et qui sera homologué par le juge. Parce que c'est ça qui est important aussi, c'est de trouver un accord et de le faire homologuer par le juge pour qu'on ait une décision de justice qui pose les choses de façon extrêmement claire. Mais vous avez aussi des médiations qui se mettent en place une fois que la décision a été rendue pour l'application. Parce que des fois, vous avez une décision de justice, mais elle ne va pas tout prévoir. Donc, ça permet aussi de fluidifier en fait les relations. Donc, c'est vraiment le conseil que je peux donner si vous vous séparez et que la situation est compliquée, de faire la démarche vers le médiateur, sachant que c'est le médiateur qui prendra contact avec l'autre partie pour lui proposer la médiation, lui expliquer ce que c'est. Et c'est une démarche qui est volontaire. Et si on voit que ça ne marche pas, qu'on n'arrive pas à trouver d'accord, c'est pas grave, on retourne devant le juge et le juge, il tranche la difficulté. C'est ce qu'il sait faire le mieux. Et très habituellement, si médiation il y a, le résultat est plus positif, quoi. La situation est apaisée. Oui, probablement, oui. Michel, on a une question de Michel. Michel qui habite Épinal. Avec mon ex-épouse, nous sommes séparés et avons notre fils de 13 ans en garde alternée. Dans des moments de tension, il me menace de ne plus venir chez moi. Peut-il juridiquement le faire ? En d'autres termes, qu'est-ce qu'un enfant de 13 ans peut dire à l'un ou l'autre de ses parents s'il y a une garde alternée juridiquement enregistrée, etc. Béatrice Founès. Alors, on est dans le cadre où une décision a été rendue. Ouais. Alors, en principe, c'est la décision qui s'applique. Ensuite, à 13 ans, c'est vrai que l'enfant commence à avoir un degré de maturité suffisant pour donner son avis. C'est l'audition par le juge aux affaires familiales. Mais c'est conditionné à l'introduction de la procédure par l'autre parent. Donc, il faut déjà que le parent chez qui
la menace, entre guillemets, plane d'avoir l'enfant à 100% soit d'accord. Je le dis en riant, mais il faut que le parent dise bah oui, effectivement, la résidence alternée, ça ne va plus, allons-y. Qu'il saisisse le juge aux affaires familiales et que l'enfant, à ce moment-là. L'autre parent doit saisir, ok. Voilà. Et que l'audition de l'enfant intervienne. Alors après, tout va dépendre de ce que dit l'enfant. S'il dit « je ne veux pas y aller parce que chez papa, je suis obligé de manger des légumes et puis de faire mes devoirs alors que chez maman, je peux jouer à la console jusqu'à minuit, elle ne me force pas à aller à l'école », son avis ne sera peut-être pas suivi. C'est clairement le cas où le juge aux affaires familiales estimera que non... il faut maintenir une résidence alternée ou même se poser des questions. Mais sinon, si pour des questions plus simples, je me sens mieux, je veux continuer à voir maman, mais je préfère être avec papa parce qu'on fait du sport, parce qu'il y a une petite sœur qui est née, un petit frère, c'est plus près, maman elle habite dans la campagne, etc. Papa il habite près du lycée, près de mes activités, c'est plus simple. C'est des arguments qui peuvent être entendus et l'avis de l'enfant est alors suivi. Vous y êtes être très schématique. Hein. Ouais. Vous y êtes régulièrement confronté à ce genre de situation ? Oui, ça arrive souvent. Alors, les parents peuvent le régler amiablement. Il y a une décision qui a été rendue, il y a une évolution de la situation. On fait des conventions parentales à homologuer par le juge aux affaires familiales. C'est de la médiation, quelque part. C'est-à-dire, on conforte les accords, on s'écrit entre avocats, on met à plat les choses et puis on homologue les accords. Ou on va un petit peu plus loin dans la démarche, donc en saisissant le juge aux affaires familiales, en disant voilà, il y a ce souhait de modifier la précédente décision, l'enfant est entendu, avec donc dans le cadre de cette audition par une personne extérieure, formée, ça peut être les médiateurs familiaux d'ailleurs qui procèdent aux auditions des enfants, la possibilité, enfin pas la possibilité, l'enfant est assisté par son avocat, qui va lui expliquer que c'est un avis qu'il donne qui ne sera pas nécessairement suivi, que ce n'est pas lui qui prend la décision, que ça reste le juge aux affaires familiales qui va apprécier son intérêt. Et puis également lui rappeler qu'il peut dire des choses et signaler qu'il souhaite que certaines de ces choses ne soient pas communiquées à ses parents. Le secret, c'est important également, que l'enfant bénéficie d'une bulle, une bulle de protection. Et le fait d'avoir son propre avocat est hyper important parce que ce qu'il dit à son avocat, qu'il reçoit hors la présence des parents, est secret et il va pouvoir le guider. Parce qu'on a des enfants qui sont parfois dans des conflits de loyauté, qui peuvent être instrumentalisés, qui peuvent ne pas oser dire, qui peuvent avoir peur de dire. Et là, le rôle de l'avocat de l'enfant est primordial et je crois que c'est vraiment nécessaire parce que devant le juge des enfants, qui procède aux auditions de l'enfant, l'avocat n'est pas systématique, n'est pas obligatoire. Et c'est un peu dommage, d'ailleurs, comme la récente actualité a pu nous le montrer. Et vous l'avez dit tout à l'heure, Dorothée Bernard, donc vous nous avez bien dit qu'un mineur entendu par un juge des enfants peut être accompagné d'un avocat, donc avec l'aide juridictionnelle, ça ne coûte rien à personne. Tout à fait. Je me permets de le repréciser, c'est important. Oui, c'est important. Il ne faut vraiment pas hésiter. Mineur, quel que soit l'âge, mineur. Oui. Ok. Donc soit le mineur connaît un avocat ou a un nom d'avocat et il prend contact avec l'avocat, ce n'est pas la situation la plus fréquente, soit il écrit à l'ordre des avocats en disant voilà, je veux voir un juge, j'ai besoin d'avoir un avocat et il y a un avocat qui est désigné. Je précise que quand c'est des avocats désignés par l'ordre des avocats, ce sont des avocats spécialisés de la matière qui ont été formés spécifiquement et qui du coup sont parfaitement compétents pour, comme disait Béatrice Founès, recueillir la parole de l'enfant et la porter ensuite devant le magistrat. Information d'importance. Après, on reste sur des enfants, des adolescents ou des jeunes adultes à 17-18 ans. Ça peut être aussi compliqué, évidemment, d'avoir toutes ces informations et de se dire, tiens, je vais me renseigner pour aller voir un juge et je sais que je serai accompagné d'un avocat. En tout cas, l'information est donnée. Dorothée Bernard, on reste avec vous. On rentre un petit peu dans le dur, si je peux me permettre. Pascal de Wécourt nous pose cette question-là. On entend régulièrement parler de mesures punitives envers des parents défaillants. Des parents défaillants, quelles sont-elles, ces mesures, et sont-elles véritablement appliquées ? Parents défaillants, alors peut-être pas trop dans notre département, on sait les problématiques dans certaines
banlieues, dans certains quartiers des grandes villes. Où on en est de cette actu judiciaire autour du parent défaillant ? Alors effectivement, c'est une vaste question et qui a été particulièrement d'actualité au moment des violences urbaines l'année dernière. Et c'est vrai que suite à ça, ça le reste régulièrement. Et il y a différents projets de loi, propositions de loi. Il y avait un projet de loi qui était sur la table avant la dissolution de l'Assemblée nationale. Donc c'était un projet qui était porté par l'ancien garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti. Je ne sais pas aujourd'hui ce qu'il en est. Enfin, grosso modo, qu'est-ce qu'il y avait dans ce projet de loi ? L'idée, c'était vraiment de restaurer la parentalité. C'est comme ça qu'ils envisageaient les choses, pour durcir les sanctions à l'égard des parents. Mais c'est une situation qui est extrêmement compliquée. Ce qu'il faut savoir, par principe, c'est que le parent, de toute façon, est responsable civilement des dommages qui sont causés par ses enfants. Donc, je m'explique. Un mineur, je caricature, qui va incendier un véhicule, eh bien, il va y avoir un procès devant le juge des enfants pour sanctionner pénalement ce mineur. La sanction pénale ne sera que sur le mineur, parce que c'est le principe de la personnalisation de la peine, c'est-à-dire que vous n'êtes pas comptable des agissements pénaux de vos enfants, c'est-à-dire que ce n'est pas le parent qui va aller en prison pour le délit commis par le mineur, ça c'est pas possible. Par contre, l'indemnisation de la personne dont le véhicule a été brûlé, ça, il y aura une condamnation solidaire entre le mineur et ses parents. D'accord. C'est pour ça qu'on rappelle régulièrement aux parents, notamment quand vous avez fait la rentrée scolaire, d'assurer vos enfants. Donc vous avez une responsabilité civile parce que vous êtes responsable des agissements de vos enfants. Donc vous avez cette assurance et le mineur et le parent vont être condamnés à indemniser la victime. Donc ça, c'est le premier volet. Donc ça existe déjà. Cette responsabilisation existe. Ça peut aller encore plus loin parce que vous avez des dispositions qui existent dans le Code pénal. Alors c'est l'article 227-17 du Code pénal. C'est le fait pour un parent de se soustraire à ses obligations morales. Et donc, c'est sur ça, en fait, qu'on va jouer, de dire l'enfant qui est livré à lui-même, un enfant qui va, je caricature encore, qui va brûler une voiture à 3h du matin à 14 ans, en fait, l'enfant à 14 ans, il n'est pas censé être dehors dans la rue. Et donc, on va considérer qu'il peut y avoir une sanction du parent qui s'est soustrait à ses obligations, l'obligation morale de devoir, en gros, surveiller son enfant. Mais ça, ce sont des dispositions qui existent, c'est des mécanismes qui existent, mais certains considèrent qu'ils ne sont pas suffisamment appliqués. En fait. Donc c'était aussi sur ça qu'il y avait une réflexion au niveau du projet de loi qui pour le moment reste dans les cartons. Affaire à suivre donc, voilà, on regarde l'évolution réglementaire c'est ça. Et législative. Et après, il y a, au-delà de ça, on ne va pas rentrer dans le débat, mais il y a une vraie question philosophique, c'est-à-dire est-ce que la solution, ça va être de sanctionner les parents ? Il y a certains politiques qui allaient plus loin en disant on va supprimer les allocations familiales ou autres des parents d'enfants délinquants. Est-ce que vraiment c'est ça la solution ? Ou est-ce qu'au contraire, il faut faire de l'éducatif et les aider ? Concrètement, on n'en est pas encore là. Non, pas du tout. Pas. Ça n'existe pas encore. Mais ça fait partie des propositions, mais ce n'est pas forcément le bon angle d'attaque. Parce que je pense que c'est des familles qui ont plus besoin d'être aidées, d'être assistées. Voilà, il y a plus cette aide-là. Mais bon, ça après, c'est Allez, dernière question. On arrive déjà bientôt au terme de cette émission. Béatrice Founès, c'est une question de Fabrice de Remiremont. Pareil, c'est des choses qu'on entend, entre guillemets, hélas, régulièrement dans les rubriques faits divers ou société. Il arrive parfois qu'un enfant soit laissé à un parent que l'on sait violent. Comment est-ce possible ? Béatrice Founès, là, on parle donc du placement de l'enfant en famille d'accueil ou à un parent violent, ou les familles d'accueil d'actualité nous a rappelé qu'il peut y avoir aussi des soucis en famille d'accueil. Effectivement, c'est l'aspect quand même punitif également des parents, puisque lorsqu'ils sont défaillants, alors pas nécessairement de leur faute, très clairement il y a des situations qui font que les parents n'ayant pas été eux-mêmes élevés, etc., se retrouvent le fameux héritage social. Ouais. Se retrouvent dans l'incapacité d'élever leurs enfants. Des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par le juge des enfants, c'est-à-dire un éducateur qui vient dans la maison, etc., qui vient aider les parents, qui surveille
également si l'enfant n'est pas en danger. Qui mène une enquête, une véritable enquête. Alors, il y a une enquête qui est faite enquête avant sociale. Et l'éducateur intervient et puis fait des rapports au juge, Okay. puisque la situation devant le juge des enfants est amenée à être réétudiée. Il faut savoir que le placement, c'est exceptionnel. Tout est fait pour que l'enfant puisse rester dans sa famille, ne soit pas placé. C'est vraiment la dernière extrémité. Mais parfois, situation de danger, des parents violents, évidemment, le placement va intervenir rapidement. Il y a certainement parfois des loupés, mais tout est fait pour que ça arrive le moins possible. Systèmes d'alerte qui sont mis en place. Je le disais tout à l'heure, le juge des enfants peut être saisi... c'est le 119, c'est l'instituteur, c'est le médecin, c'est le voisin, c'est la famille qui se rend compte que quelque chose ne va pas. Le procureur donc, va transmettre les signalements au juge des enfants qui peut placer en urgence et ordonner à ce moment-là des mesures d'investigation pour mobiliser la famille, mobiliser des tiers, éviter à tout prix ce placement. Parce que c'est la solution la plus difficile pour l'enfant. Le terme connu, les fameuses ordonnances de placement, qui sont une décision difficile, bien sûr. On précise que tout ce qui est placement, justement, la presse, ça dépend du conseil départemental des Vosges, qui a cette compétence dans son volet action sociale, à savoir les familles d'accueil ou assistants familiaux. Et juste une petite parenthèse, on sait que sur notre département, il n'y en a pas assez. Donc le conseil départemental nous fait souvent des annonces d'appel à bonne volonté, de recrutement d'assistants familiaux ou familles d'accueil dans le langage un petit peu commun. Tout ça, il y a de la rémunération, etc. Mais c'est sûr que c'est une activité vraiment pas évidente. Merci à toutes les deux de votre participation à cette émission qui se termine déjà. Merci à vous. Donc, 10e numéro de Tout droit, nous avons parlé du droit des enfants. Et on aura encore d'autres volets du droit de la famille à aborder certainement prochainement. Merci à toutes les deux. Merci. Merci à vous de votre attention. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission.